Aujourd'hui, Nouvel Élan TV pose ses caméras chez l'association Un stage et après, là où on joue le jeu de l'orientation. À travers l'atelier En mode carrière, on partage et amplifie les voix d'ici pour qu'elles prennent toute la place qu'elles méritent. Donc Omar Benalla, je suis le responsable de l'association Un stage et après. Je suis aussi écrivain et je suis né à Paris il y a une cinquantaine d'années dans le quartier Ménilmontant. Tout a commencé ici, au quartier, là où j'ai appris à taper dans le ballon avec mes potes. Très vite, on m'a fait comprendre que le football pouvait devenir mon métier, si j'étais sérieux et appliqué, si je le voulais vraiment. Et j'ai la particularité de n'avoir aucun diplôme. C'est aussi pour ça que je m'intéresse au travail que je fais à l'association depuis 10 ans, où je travaille particulièrement avec les adolescents qui sont au collège. Et le collège, en fait, c'est le dernier, on va dire, le dernier lieu institutionnel que j'ai fréquenté. Un stage et après, au-delà des activités, c'est une association qui forme, accompagne et transmet. Omar met son expertise au service des écoles, des éducateurs et des structures du territoire, une manière concrète de multiplier les espaces où les jeunes peuvent s'exprimer et s'orienter. Alors au début, on a créé l'atelier vraiment pour l'animer nous-mêmes avec l'association, donc avec les élèves qu'on rencontre régulièrement. On va dire un partenariat avec une quinzaine de collèges qui fait qu'on rencontre environ à peu près 2000 élèves par an, entre ceux qu'on accompagne en stage ou ceux qu'on voit pendant l'année. Et très rapidement, quand j'ai commencé à animer l'atelier dans un collège, c'est pour une dizaine d'élèves à chaque fois. Et j'avais la CPE ou la principale qui venait me voir et qui me disait moi j'ai 60-70 élèves en fait qui pourraient faire l'atelier. Sauf que nous, on ne peut pas se déployer, on est une asso, on est 3 salariés. Je me suis dit, pour répondre un peu à tous ces besoins, l'idée c'était de donner cet atelier, de créer une formation pour que les professionnels qui sont autour de ces jeunes, ça peut être principal, CPE, enseignant, AED, éducatrice ou éducateur, enfin voilà, les personnes qui sont autour de ces jeunes, puissent en avoir l'accès et puissent ensuite l'animer selon leurs besoins et selon la réalité qu'ils vivent avec ces jeunes-là sur le terrain et l'animer en fait sans même que nous on soit là pour le faire. Et bienvenue dans les locaux de l'association Un stage et après. Donc très heureux de vous recevoir ce matin pour vous présenter l'atelier En mode carrière. Nous à l'association, c'est ce qu'on fait. On crée des ateliers, on crée des jeux, on crée des supports qui vont vous permettre à vous de travailler avec les jeunes dont vous vous occupez et de leur permettre d'apprendre des choses de manière ludique et adaptée à leur âge. Et c'est ce qu'on fait nous à l'association Un stage et après, c'est ce que je fais moi particulièrement. Donc moi je m'appelle Omar, je suis le responsable pédagogique de cette association. Ce que je vais vous présenter, donc c'est moi qui le crée. Inspiré du jeu vidéo et articulé autour du personnage de Brahim Darwish, l'atelier fonctionne comme un outil pédagogique pour explorer les enjeux d'une carrière et les mécanismes qui l'influencent. Mais avant de parler de cet outil, il faut revenir à l'essentiel. Comment Omar, écrivain, en est-il arrivé là? Alors c'est une bonne question, et en tout cas c'était pas prévu. Et c'est ce que je raconte dans mon dernier livre. En fait, dans mon dernier livre, je me suis mis en scène et je raconte en fait comment est-ce que je suis devenu écrivain à partir d'étapes que j'ai vécues, mais qui n'étaient pas du tout identifiées comme des étapes pour devenir écrivain. Et donc ça a commencé à l'adolescence. À l'adolescence, je suis tombé amoureux pour la première fois d'une fille de ma classe. J'ai jamais réussi à lui dire. C'était trop énorme pour moi pour aller lui avouer, entre guillemets, comme si c'était une faute. Et donc finalement, j'ai commencé à lui écrire des lettres. Et des lettres que je ne lui ai jamais envoyées, en fait, qu'elle n'a jamais reçues. Et comme je savais que je n'aurais jamais le courage de lui envoyer ces lettres, donc je me suis lâché dans l'écriture. Donc j'ai écrit des histoires où j'étais le héros, où elle c'était l'héroïne, et puis il se passait des choses extraordinaires. Et donc j'ai pris le goût à cette écriture, et pourquoi? Parce que déjà d'une, j'ai trouvé que ça me plaisait, c'est un exercice en fait qui m'allait bien. J'ai toujours aimé le français, mais surtout ça me permettait d'avoir moins mal. J'avais l'impression en fait de pallier cette douleur avec cet exercice d'écrire. Oula, là, il y a un problème. Mais comme dirait Brahim, Tomber, se relever, repartir. C'est la vie, pas vrai? Garder l'envie d'affronter tous les adversaires, surtout ceux qu'on ne voit pas venir. Souvent, on dit que le premier des traumatismes, c'est l'éducation. Et souvent, quand on t'éduque à devenir quelqu'un, à faire quelque chose, enfin, à souvent en fait être différent de ce que tu es au début. Et moi, c'est vrai que cette partie d'éducation, quand on m'a demandé, j'ai vraiment ce souvenir de faire les devoirs, quand on m'a demandé en fait
de continuer l'école à la maison pour faire quelque chose que j'avais déjà compris, c'est pas passé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, quand j'ai grandi, quand j'ai évolué, quand je suis devenu un jeune adulte, quand j'ai commencé à écrire, quand je suis devenu écrivain, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'association et à créer des jeux ou des ateliers pour les élèves, ben, finalement, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Si ça me plaît, je le fais et j'essaie de le faire bien. Et si ça ne me parle pas ou ne me plaît pas, ou tout simplement je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça, je ne le fais pas. L'expérience du collège, en fait, c'est une expérience qui a été une grande incompréhension entre ce que j'adorais y faire, c'est-à-dire apprendre ce qui me plaisait, et la difficulté que j'avais justement à rentrer dans un moule ou un cadre dans lequel en fait je me sentais pas du tout à l'aise. Je vais vous présenter, en fait, c'est l'histoire de ce personnage. Donc ce personnage, c'est un personnage que j'ai créé en m'inspirant finalement des élèves que nous on rencontre. Nous, à l'association, on a des jeunes qui sont au collège, qui ont entre 12 et 15-16 ans. Et moi, je travaille particulièrement avec ces élèves qu'on appelle en difficulté, parfois en situation de décrochage scolaire. Pourquoi ? Parce que j'ai été un de ces élèves. Personnellement, j'ai arrêté l'école en 3e, je me suis fait envoyer de mon premier collège en 5e. Et ouais, même terrain, même départ, mais pas les mêmes chances. Là où Brahim cite une ligne droite, la trajectoire d'Omar se tord. Moi, j'ai passé mes 18 ans incarcéré en prison au quartier des mineurs. Et donc, j'ai reçu des lettres d'une voisine de mon immeuble qui m'a écrit, à qui j'ai répondu, qui m'a réécrit, à qui j'ai répondu. Et j'ai commencé à développer, sans le savoir, une écriture un peu journalistique, où je lui racontais un peu ce que je faisais, je lui racontais un peu la prison, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était que l'ennui, qu'est-ce que j'avais envie de faire en sortant, etc. Ça a été une seconde étape, et il y a eu plusieurs étapes comme ça, et qui finalement en fait ont fait qu'un jour, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'essayer d'écrire. J'ai toujours aimé ça, je vais voir si je peux y arriver. Donc j'ai écrit un texte que j'ai mis en ligne sur Internet, et ce texte a été repéré par un très grand éditeur français qui s'appelle Pierre Rosanvallon, et qui m'a contacté, qui m'a demandé en fait si on pouvait discuter de ce texte. Et après avoir discuté avec lui, d'ailleurs c'est assez drôle parce que il était professeur au Collège de France, et donc j'ai été invité au Collège de France. Donc en fait je suis parti du collège de mon quartier où j'ai arrêté l'école à 15 ans au Collège de France à 40 ans pour discuter avec mon premier éditeur. Et donc il m'a dit, est-ce que tu te sentirais capable de faire de ce texte un livre ? Et je lui ai dit, écoutez, je veux bien l'essayer. Et finalement le livre est sorti quelques mois après, et ça a démarré ma carrière d'écrivain. Mais ce qui m'a manqué, en fait, c'est vraiment pas simplement d'écrire les histoires, mais de les partager, et notamment avec ceux qui ne lisent pas. Et notamment, en fait, les adolescents enfin, qui ressemblent à celui que j'étais quand moi-même j'étais adolescent. Et donc, ce qui m'intéresse dans le travail d'écrivain, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt les rencontres. Écrire un livre, j'aime ça, c'est bien, t'es très concentré en fait sur ton histoire, tes personnages, ton intrigue, t'es devant ton ordinateur et puis t'essaies de construire quelque chose de, on va dire, de qualité et de cohérent. Mais les rencontres, en fait, c'est extrêmement intéressant, et notamment avec les adolescents. Et comme moi, dans mes livres, en fait, je parle beaucoup de ce qui m'est arrivé, de mes expériences, de décrochage scolaire, de tout ce que j'ai vécu après. Donc c'est très riche et très intéressant d'échanger avec eux, et aussi avec les adultes qui travaillent avec eux. Alors au début, j'ai créé en fait des carnets. Et j'ai créé des carnets pour que les élèves les lisent, parce que dans mon esprit, donc, je retourne dans un collège, donc à l'Éducation nationale, et pour moi, en fait, on apprend à travers les livres ou les manuels. Puis rapidement, je me suis rendu compte qu'un carnet, c'était quelque chose de très individuel. Donc les élèves pouvaient les lire, pouvaient en profiter, à la limite les lire à deux, mais il n'y avait pas en fait ce temps d'échange et d'interaction qu'on peut avoir avec notamment un jeu. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de créer un jeu de société. Donc j'en ai créé un, puis j'en ai créé un deuxième, donc autour de l'orientation, de la découverte, j'allais dire en fait du monde des grands comme les jeunes le disent, mais qui est le monde des adultes et souvent le monde professionnel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé ces élèves, notamment un groupe d'élèves qui venaient ici quasiment une fois par semaine, et qui étaient des élèves qui étaient exclus de plusieurs collèges. Et donc, on faisait des ateliers avec eux, on essayait de les occuper, de passer du bon temps, etc. Et ça se passait toujours très bien, mais jamais aussi bien que quand on allumait la PlayStation. Alors, dès qu'on allumait la PlayStation et qu'on mettait le jeu, donc c'était un jeu de foot, c'était tout de suite, il y avait quelque chose qui s'allumait dans leurs yeux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de leur dire arrêtez de jouer ou ce genre de choses-là, en fait, je me suis intéressé à ce jeu, à cette console, à pourquoi est-ce qu'ils aimaient ça, qu'est-ce qui faisait que ils restaient connectés aussi longtemps. Quand vous discutez avec eux, souvent ce qu'ils vous disent le jeu en fait c'est vraiment secondaire. Nous on aime bien jouer en réseau parce qu'en fait on retrouve nos potes.
On est dans notre chambre et on a un casque et un micro et on parle de plein de choses, on rencontre des gens, etc. etc. Et donc finalement, j'ai imaginé le projet en mode carrière, donc l'atelier, en imaginant un personnage qui viendrait des images de ce jeu vidéo et avec lequel en fait je raconterais une histoire et les élèves rentreraient dans cette histoire et devraient participer à l'histoire en guidant ce personnage vers son ambition professionnelle qui est celle de devenir un footballeur professionnel. Derrière son sujet et son esthétique, l'atelier en mode carrière se vit d'abord comme un moment d'échange où chacun peut poser sa voix. Je me suis posé la question de savoir si le football allait pas être un petit peu restreint pour tous ceux qui n'aiment pas le football, tous ceux qui ne s'y intéressent pas. Mais finalement, j'adore en fait ce terrain, si je peux me permettre, parce que tout le monde a un avis sur le football. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tout le monde a un avis dessus. Les jeunes souvent sont très intéressés par ce sport, notamment les jeunes qui sont en difficulté, en fait, souvent excellent dans le club de foot de leur quartier ou même d'un niveau en fait supérieur. Brahim Darwish, c'est son prénom. Imaginez, vous venez tous de Bobigny là. Et bien il vient de Bobigny. D'accord? Donc il vient de Bobigny, il était au collège avec vous il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est surtout en fait faire le lien entre les matières scolaires et la réalité. Parce que souvent les élèves te disent à quoi ça va me servir en fait les maths ou la géographie ou ce genre de choses-là. Et donc les exercices sont vraiment des cas concrets dans la carrière d'un jeune footballeur pour réussir sa carrière et pour utiliser les matières scolaires en fait pour favoriser, voire assurer cette réussite. Et les élèves le comprennent très bien et c'est pour ça que ça fonctionne bien parce que les matières scolaires en fait deviennent pratiques. Elles servent à quelque chose dans le déroulement de cette histoire à laquelle ils participent. Et je les imagine déjà, là je les sens autour de la table déjà en train de dire ouais mais moi je m'y connais plus parce que je suis dans des garçons, nanana. Donc c'est trop bien qu'en vrai on n'aborde pas forcément le sujet. Exactement. Que ce soit pas trop centré dessus quoi. Et ce que tu dis Inès c'est intéressant parce que quand eux vont dire bah moi je connais mieux etc. Et toi ton rôle en fait ça va être de dire ok bah toi t'as plus d'informations que ta camarade, comment est-ce que tu partages cette information? Avec mes premiers salaires, tout le monde veut mon argent. Apprendre à bien le dépenser, l'épargner, l'investir et savoir avec qui le partager. Avant de m'aider, vous allez apprendre à me connaître. Mes qualités, mes défauts. Brahim Darwish, bien qu'on ait l'impression, comme il signe dans un très grand club et qu'il commence à avoir du succès très tôt à 16 ans, on peut avoir l'impression en fait que ça y est, il a réussi et que tout va bien pour lui. Et en fait non, c'est un joueur et un jeune à qui il manque beaucoup de choses et donc il demande aux élèves justement de l'aider à combler ses lacunes autour des matières scolaires, donc en faisant l'atelier avec lui. Et le parallèle que je verrais entre lui et moi, c'est que ce qui lui manque en sortant de l'école, bah, c'est ce qui m'a manqué moi-même en sortant de l'école. C'est-à-dire ce rapport aux matières scolaires et à l'instruction de manière générale. Je pense qu'inconsciemment, quand on crée des personnages ou des histoires, on s'inspire souvent beaucoup de la sienne. Et moi, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui sort du système scolaire, parce qu'il entre dans un centre de formation, parce qu'il est assez doué, et très rapidement, et finalement, en sortant du système scolaire, il se rend compte de tout ce qui lui manque en quittant en fait le système scolaire. Au-delà de l'ambiance des salles de classe, Omar, lui, cherche à susciter autre chose, de plus profond. Alors mon objectif en fait c'est déjà de passer un bon moment. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important parce que ça commence par là. C'est vraiment quand j'ai vu ces ados jouer à la play et quand je les observe, quelque chose dans leurs yeux en fait qui brille et qui fait qu'en fait ce sont des enfants. C'est voilà, ils s'amusent, ils rigolent, enfin voilà, ils sont relâchés, j'allais presque dire épanouis. Et pour moi, mon premier objectif, en fait, pour moi, un bon atelier ou alors un bon jeu ou un bon moment qui est créé, c'est déjà un moment agréable. Ça commence par là. Et à partir de ce sentiment et de ces émotions qui sont partagées, notamment quand il y a des adultes, des jeunes, des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, et c'est là qu'en fait, je pense, les choses s'apprennent. Parce que tu as envie de partager quelque chose, et apprendre quelque chose, c'est pas forcément une émotion. C'est simplement un moment à apprendre que tu as des adultes qui ne te connaissent pas et qui viennent dans ton collège en fait pour passer une heure avec toi. Et donc apprendre en fait qu'une société c'est aussi ça. La solidarité ça ressemble aussi à ça. Et donc voilà, pour moi en fait vraiment l'objectif principal, je vais presque dire, c'est d'apporter déjà de la joie. Ce sont des moments en fait qui sont des moments extrêmement importants dans des périodes et dans des vies qui sont extrêmement parfois chaotiques, en tout cas bien capossées. Et donc voilà, je vis pas ça comme un travail ou alors une activité, mais je vis ça vraiment comme
comme presque en fait une nécessité, presque une urgence. Et pour être avec les jeunes et travailler avec eux et les voir pendant quelques heures, le temps de l'atelier, les observer et voir un petit peu le bien que ça leur fait, aux adultes aussi, enfin les retours que j'ai, moi j'ai la chance d'avoir tous les retours sont incroyables. L'anecdote qui m'est arrivée, c'était à Chanteloup, me semble-t-il, à Chanteloup-les-Vignes, c'était en fin d'année scolaire l'année dernière, et on était avec des élèves de ce qu'on appelle une classe relais. Une classe relais, en fait, c'est des élèves qui sont pendant 6 semaines extraits de leur classe, parfois qui viennent d'autres collèges ou d'autres villes parce qu'ils ont été exclus du collège et donc de la ville, et qui se retrouvent ensemble, un petit groupe de 10-12 en fait dans cette classe-là pendant 6 semaines. Donc on a fait l'atelier avec ces élèves-là, et il y avait l'une des enseignantes qui était là et qui a été formée justement à l'atelier. Et moi j'ai animé le premier atelier avant que eux ne le fassent eux-mêmes. Et il y a un élève en fait qui participait énormément. Il participait, il répondait, enfin il était vraiment hyper impliqué et d'ailleurs très très chouette. Quand tu les vois, tu n'imagines pas que ce sont des gamins en fait qui entre guillemets posent problème. Et à la fin en fait, son enseignante est venue et elle avait vraiment les larmes aux yeux et elle m'a dit c'est la première fois que j'entends le son de sa voix. Elle m'a dit j'avais pas encore entendu le son de sa voix. Apparemment il était là depuis une semaine ou deux. Et en fait, elle était extrêmement heureuse d'avoir vécu cette séance-là. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit moi-même, ça me conforte en fait dans mon métier. Parce que les enseignantes et les enseignants en fait font vraiment un métier extrêmement difficile. Et ce qu'elle m'a dit, moi, j'ai pas signé pour faire la discipline tout le temps. Et à un moment, avec cet atelier-là, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de vivre une autre relation avec mes élèves et avec des élèves avec qui j'ai pas cette relation pour laquelle je suis venu à l'éducation nationale et je suis devenu prof. Et là, elle est en train de revivre ça, et donc l'élève aussi, et ça m'a particulièrement touché de voir l'impact que ça peut avoir sur l'élève, certes, mais aussi sur son enseignante. Dans l'espèce de schéma de salle de classe, où voilà, ils sont là, ils écoutent poliment, l'adulte a l'impression qu'il a donné l'information qu'il devait donner, et qu'est-ce qui se passe après? C'est rentré de là, c'est sorti de là, il n'y a pas eu d'échange, on n'interroge pas les choses. Pour moi, l'un des principaux obstacles en fait, que rencontrent les jeunes aujourd'hui, bah, c'est un peu celui que moi j'ai rencontré aussi à mon époque, et je pense que de tout temps, ça a plus ou moins toujours été le cas, c'est qu'en fait, on les écoute pas. On leur propose pas de participer justement à ce que nous on appelle une société. Et d'ailleurs, quand on parle de la jeunesse, il n'y a jamais le jeune qui parle de la jeunesse. Enfin, dans les médias, on va appeler ça les médias un peu traditionnels, les médias de grande écoute. Et même quand ils sont par exemple à l'école, on leur demande en fait d'apprendre ce qu'on veut qu'ils apprennent. Et s'ils n'ont pas la bonne réponse, vaut mieux qu'ils se taisent. Et donc voilà, en fait, le plus grand obstacle, en fait, c'est simplement qu'on les laisse, nous adultes, être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jeunes, des ados, des enfants, et qui sont en train de grandir, de construire, d'apprendre, de se tromper, qui vont passer par des moments en fait difficiles et que nous on va avoir du mal à supporter, mais depuis que l'être humain est un être humain, c'est comme ça quoi. Et donc voilà, cet obstacle-là, c'est que nous en fait adultes, on veut qu'ils nous ressemblent du mieux possible et le plus vite possible. Loin des courants de pensée qui effacent la voix des enfants, Omar pose un constat inquiétant, tiré directement de son expérience sur le terrain. La jeunesse en fait ne va pas bien, et notamment la jeunesse de certains quartiers, où il y a peut-être moins de facilité que dans d'autres quartiers. Et je prends ça presque comme une urgence. Il faut absolument faire en sorte que cette jeunesse, parce qu'un jeune qui va pas bien, c'est sa famille, c'est sa classe, c'est ses copains, c'est son quartier, c'est sa ville, j'ai presque envie de dire c'est son pays, c'est le monde en fait qui ne va pas bien. Et là en fait il y en a tellement qui vont de moins en moins bien, qui se sentent moins compris, qui ont de moins en moins de goût à apprendre des choses, à être ensemble, à être avec les adultes, de plus en plus d'adultes en fait, qui n'ont pas le temps ou pas envie en fait d'écouter cette jeunesse et de patienter avec elle, que finalement ce que moi je crée, c'est vraiment pour moi d'utilité publique. Partie de la solution, ce serait déjà de créer les conditions en fait de l'échange, de la conversation. Si j'ai créé Brahim Darwish, qui est un adolescent qui a leur âge et que les élèves doivent guider et accompagner en fait vers sa progression, donc c'est-à-dire à devenir un jeune adulte,
c'est parce que justement ça leur permet de s'identifier à ce personnage et de parler de lui, et en parlant de lui, de parler d'eux. Et comme nous, adultes, on fait l'atelier avec eux, bah donc déjà de les entendre, de les écouter, de voir ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est drôle pour eux, qu'est-ce qui en fait les saoule, parfois comme ils disent. Et donc voilà, ce serait peut-être un début de solution, ce serait de se mettre à la même table, au même niveau, et d'avoir, on va dire, la patience et l'humilité, nous en tant qu'adultes, de les écouter, parce que quoi qu'on fasse, c'est eux qui vont suivre. Tu vois un peu ce sentiment que t'as, que les grands ne te comprennent pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment, quand tu tombes sur des adultes en fait, avec qui tu arrives à créer un lien, et ben ça y est. Tu grandis, tu discutes, tu partages. En fait, tu es sincère dans tes problèmes, tu dis vraiment ce qui va pas, etc., etc. Mais c'est parce qu'il y a ce lien. Et ce lien, il vient parce que moi, je pense, à un moment, moi, en tant qu'adulte, je leur dis, là, j'ai besoin de vous pour faire avancer ce personnage qui est un ado comme vous, et c'est vous qui avez les meilleures réponses que moi. Brahim, c'est vraiment un canal de communication, c'est vraiment un personnage qui est là justement pour que nous, adultes, on entende ce que les jeunes ont à dire de leur réalité en parlant de sa réalité à lui. C'est ça la force de l'histoire et du personnage. Et en même temps, Brahim Darwish, en fait, c'est aussi celui qui, d'une certaine manière, en fait, laisse aux jeunes l'occasion de s'exprimer, parce qu'il demande au début de l'atelier aux jeunes, vous me comprenez, vous êtes de ma génération, enfin voilà, vous êtes de mon temps, et c'est vous, en fait, qui allez me conseiller. Et c'est pour ça que les jeunes en fait se sentent autorisés à discuter et à dire énormément de choses qui sont souvent très intéressantes, souvent qui nous surprennent. Enfin moi qui ai fait quasiment tous les ateliers, c'est assez stupéfiant d'entendre parfois certaines choses, mais parce que justement Brahim Darwish en fait leur demande de parler avec eux et pour lui. Pour garder la tête froide, j'ai besoin de votre expertise, car je ne veux pas décevoir. Et si je veux continuer à avoir du lien avec eux, il faut que je parle leur langue. Si tu parles pas la langue de quelqu'un, c'est difficile d'avoir un lien avec lui. Impossible de faire ça tout seul. J'ai besoin d'un collectif, de personnes prêtes à réfléchir avec moi sérieusement pour qu'ensemble, on fasse les bons choix. Ce lien, pour moi, il est vraiment essentiel, parce que tu as un public avec toi, et ce public-là va passer un certain temps avec toi. Donc déjà, moi, je pense que ça part, j'allais dire, de la vision que tu as de ce moment-là, toi-même, de manière personnelle, en te disant que les jeunes que moi j'ai en face de moi, ils ont peut-être pas envie d'être là. Et ils ont peut-être envie en fait qu'on leur parle de choses particulières. Ils n'ont pas envie peut-être qu'on leur demande de faire certaines choses, etc. Et il faut, j'allais dire, dealer avec. C'est-à-dire que notamment quand tu travailles dans une école, dans un collège, avec des élèves en fait en difficulté, d'ailleurs tu le vois, ils te le montrent bien, les premiers moments, ils ont leur capuche comme ça, on leur dit d'enlever leur capuche, alors ils se mettent comme ça, enfin, tu sens qu'ils ont pas forcément envie de passer ce temps-là avec toi, et toi tu dois créer justement ce lien-là. Et moi, la meilleure façon que j'ai trouvé de faire, c'est de parler leur langue. Pourquoi j'utilise les images de jeux vidéo, pourquoi j'utilise un personnage qui leur ressemble, pourquoi j'utilise en fait une activité sportive qui leur plaît, c'est parce que d'une certaine manière, le premier message pour créer ce lien, c'est de leur dire on va parler de vous. On va parler de vous, de votre monde, de ce qui vous fait marrer, de ce qui vous fait rêver, etc. Et ça ne veut pas dire qu'en fait on va vous faire rêver jusqu'à vous raconter des histoires ou des choses en fait qui n'existent pas, mais en tout cas on va partir de vous. Et en partant de vous, on va construire quelque chose en fait ensemble. Ça demande un minimum en fait, pas forcément une compétence qu'on peut apprendre forcément à l'école, mais quelque chose en fait qu'on a parce qu'on a envie de travailler avec eux, parce que on se renseigne en fait sur la réalité des adolescents, on se souvient de notre réalité à nous, etc. Vous voyez? Donc ça demande oui un minimum en fait de connaissances. Et en fait, la relation avec quelqu'un, ça te pousse normalement, et encore plus avec un adolescent ou un enfant, ça te pousse en fait à être, j'allais dire, dans l'excellence. Et là, pour moi, oui, on peut parler de réussite, on peut parler d'ambition, d'excellence, etc. Et il n'y a quasiment que la relation humaine, et encore plus avec les ados et les enfants, qui te pousse justement à avoir conscience de la fragilité d'une relation et en fait à en prendre soin autant que possible. Pour moi, la réussite, en fait, ça fait partie de ces mots qui sont des mots qu'on utilise à tort et à travers, mais dont on n'a même pas le début d'un commencement de définition. Par exemple, réussir un contrôle alors qu'on a raté tous les précédents, et même si on rate tous ceux d'après, c'est une réussite. Mais est-ce qu'on peut appeler ça la réussite avec un grand R? Pour beaucoup d'adultes, non. Et finalement, c'est un peu comme l'ambition. Enfin, tous ces termes,
et qui sont en fait des mots et des termes qui sont trop lourds à porter, et notamment pour un enfant ou pour un adolescent. Je sais pas, enfin, moi je me méfie beaucoup de ces termes, et moi par exemple si on m'avait eu quand j'étais l'adolescent entre guillemets à problème que j'étais, on n'aurait jamais imaginé que je fasse ce que je fais aujourd'hui, que ce soit en écrivant des livres ou alors en créant des jeux pour aller former les équipes pédagogiques dans les collèges. Mon aspect préféré, en fait, je pense, hein, c'est d'apprendre des choses. Quand moi j'ai écrit mon premier livre, en fait, qui s'appelle La Barbe, où je raconte une expérience que j'ai vécue après toute ma partie, quand je traînais dans la rue, je faisais mes bêtises et de plus en plus grosses. Et à un moment, j'ai été à la mosquée du quartier, on m'a invité à la mosquée du quartier, et je suis devenu en fait un prêcheur. J'ai rencontré un groupe de prêcheurs qui m'ont appris en fait à prêcher, donc à parler, à faire un discours, à convaincre, etc. Et donc ce livre-là est sorti le 15 janvier 2015, pendant l'année où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan en fin d'année. Et finalement, ça a été le concept de radicalisation et de déradicalisation qui a commencé à arriver. Et moi, on m'a invité, on m'a dit, est-ce que tu pourrais créer un programme de déradicalisation ? C'est-à-dire aider les jeunes justement à contrer un discours, etc. Donc c'est une chose que moi, j'ai jamais acceptée. Mais plutôt ce que je leur ai dit, ce serait plutôt intéressant de créer les conditions pour que les élèves, en fait, les jeunes, en fait, entendent leur propre voix. Parce que quand moi, à un moment, on m'a tendu mon premier joint ou ma première cigarette, en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas su dire non ? Parce que j'avais pas les mots après le non. Donc j'avais pas la voix, le discours, en fait, toutes ces choses-là. Donc tu suis, tu prends les choses qu'on donne, tu les suis, enfin tu les fais, tu suis, et puis tu te fais du mal, mais t'as pas les mots, en fait, même pour toi-même, en fait, pour ne pas t'en faire. Et finalement, je trouve que c'est plus intéressant de donner aux jeunes l'espace où ils peuvent s'exprimer, se rendre compte qu'ils ont une voix, qu'ils sont drôles, qu'ils sont intéressants, qu'ils sont intelligents, qu'ils ont des choses en fait à apporter. Et donc nous, adultes, si on veut laisser cet espace-là, il faut que nous, à un moment, on arrête un petit peu de parler, on les écoute, on s'intéresse. On demande aux enfants de grandir vite, de comprendre tout, mais on refuse de leur faire confiance. Et donc ce qui me plaît beaucoup plus dans dans cette expérience en fait d'écrivain, bah, c'est ce que ça m'a mené à faire en termes de rencontres. Et la quintessence et l'apothéose de ces rencontres, c'est le travail que je fais à l'association. Les deux sont vraiment intimement liés. On a demandé à Omar si tu avais un micro et qu'il était connecté à tous les jeunes de France, quel serait ton message ? Alors si j'avais un micro et qu'il était connecté à tous les jeunes de France, justement je me tairais. Comme ça, ils pourraient s'écouter. Autant vous dire que sa punchline nous a totalement choqués. On va mic drop comme ça. À ce moment-là, on va ajouter un effet de mic drop. Mais bon, heureusement, il nous a expliqué ce qu'il voulait dire. Et ça fait totalement sens. Bah, parce que justement, c'est un peu, selon moi, le problème, c'est que nous, adultes, on a l'impression en fait qu'on doit tout le temps, comme on est des adultes, qu'on a plus d'expérience, on doit tout le temps en fait être le média qui est en fait descendant, qui est celui qui va t'apprendre des choses, etc. Et c'est pour ça qu'en fait les jeunes souvent n'ont pas d'espace d'expression. C'est pour ça que je crée des jeux ou des ateliers où finalement je parle très peu. Moi je lance l'exercice, je les écoute, et puis à chaque fois dès qu'ils parlent, je leur pose des questions, je fais ah bon, ah ben ça je savais pas, mais comment t'expliques ça? Et puis eux parlent, s'expriment. Et moi ce que je veux, c'est que eux entendent leur propre voix. La démarche d'Omar nous touche particulièrement chez Nouvelle Élan TV. Il incarne la transmission authentique et nécessaire pour amplifier les jeunes voix d'ici. Personnellement, j'ai l'impression en fait de servir à quelque chose. Et si tant est que j'ai un peu de talent, au moins que ce soit utile. Et en voyant un petit peu l'impact que ça a sur les jeunes, sur les adultes, sur les profs, j'imagine sur les familles aussi. De faire de ce talent en fait quelque chose de collectif, pas simplement d'individuel. Ce genre d'altruisme et de savoir-faire peut vraiment changer une trajectoire. Et on espère que ce type d'initiative continue à fleurir dans nos quartiers. Donc l'année dernière, on s'était dit qu'on allait le faire avec une dizaine de structures. On pensait essentiellement à des collèges. On en a fait pour une 50aine de structures. On a commencé à le faire pour des lycées aussi, des clubs de foot, comme le FC 93 par exemple à Bobigny, où on a formé ces éducatrices et éducateurs, et ils l'ont fait avec les jeunes pendant les vacances scolaires.
Et donc voilà, l'idée maintenant, c'est que cet atelier tourne et qu'il soit utilisé parce que ces jeunes-là, en fait, sont absolument partout. Maintenant que vous connaissez mon plan de jeu, prêt à entrer sur le terrain avec moi?